Et le docteur Mathilde Touvier. Mathilde Touvier est directrice de recherche à l'INSERM. Elle dirige l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle qui a plusieurs labels, l'INSERM, l'INRA, le CNAM, pardon, Centre national des arts et métiers, et l'université. Et ses recherches portent sur les liens entre nutrition et risque de pathologies chroniques, en particulier le cancer, bien sûr, mais également le diabète. Et elle publie beaucoup dans d'excellentes revues internationales. Elle intervient comme expert dans des organismes publics comme l'INCa et le Centre international de recherche contre le cancer, dont elle est membre du conseil scientifique. Elle a reçu des prix et j'ai été très heureux de faire sa connaissance il y a 5 minutes et j'avais lu ses articles et apprécié ces articles, donc j'avais l'impression de la connaître déjà, mais je suis sûr qu'elle va nous raconter des choses extrêmement plus intéressantes que cette simple présentation. Par conséquent, je lui laisse tout de suite la parole et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les écrivez dans un onglet marqué converser ou chat, ou, etc. Et nous poserons les questions. Je rassemblerai les questions et je les poserai au docteur Touvier à la fin de son exposé. Voilà, c'est à vous. Je suis heureux de vous entendre. Je suis le premier des participants à être heureux de vous entendre, mais tous les autres le seront dans quelques instants. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, professeur Robert, pour cette présentation. Et puis, merci beaucoup à la Société française du cancer pour cette invitation. Et donc, moi aussi, je suis vraiment ravie d'être ici ce soir et puis de vous présenter finalement l'état des connaissances actuellement en matière de lien entre nutrition et risque de cancer. Donc, on se situe ici principalement, quasiment uniquement en prévention primaire, même si je dirais un petit mot sur la prévention secondaire et tertiaire. Et donc, l'idée, c'est de balayer ensemble l'état des lieux, des recommandations, enfin des connaissances actuelles, des recommandations, et puis d'ouvrir un petit peu sur les recherches actuelles en matière de lien entre nutrition et risque de cancer. Alors, je tiens à préciser que j'ai préparé cette présentation avec l'aide du réseau NACRE. Donc, c'est le réseau Nutrition, Activité Physique, Cancer, Recherche que nous coordonnons avec notre équipe de recherche et qui réunit finalement l'ensemble, ou en tout cas quasiment l'ensemble, et on espère réunir encore tous les membres qui ne seraient pas là, des équipes de recherche publiques qui travaillent en France pour l'instant sur les relations nutrition-cancer, et ce au niveau à la fois épidémiologique. Donc moi, l'équipe que je dirige, c'est l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, donc on a cette valence-là, mais également dans le réseau NACRE, on a des collègues qui travaillent au niveau clinique, au niveau sciences humaines et sociales et au niveau recherche expérimentale. Et l'idée, c'est vraiment de combiner ces différentes approches pour investiguer cette question des liens nutrition-cancer avec des approches pluridisciplinaires. Et donc, le réseau, qui est soutenu pour l'instant par l'INRAE, l'Institut national du cancer et puis la Fondation ARC, a pour objectif, et là commence cette année, l'extension à l'Europe. Donc, on réunit aussi d'autres équipes de recherche nutrition-cancer en Europe. On a fait un premier séminaire à ce propos-là à l'automne dernier. Alors, pourquoi cette présentation et pourquoi cette question de nutrition-cancer et ce bilan et cet état des lieux? Eh bien, c'est vraiment une question, alors nutrition-santé de manière générale, mais alors nutrition-cancer encore plus, sur laquelle vous allez voir une myriade d'informations, que ce soit de manière traditionnelle à la télévision, à la radio, dans les magazines, et puis voilà, ces dernières années sur Internet, les réseaux sociaux, donc tout un ensemble d'informations et malheureusement pour beaucoup, pas vraiment validées scientifiquement. Donc, c'est vraiment important là, de remettre finalement au centre du débat ce qu'on sait réellement, ce qui est du domaine d'hypothèses sérieuses qui sont actuellement investiguées en matière de recherche sur les liens nutrition-cancer, et puis ce qui est du domaine un petit peu plus farfelu, fake news, ou avec ou non derrière des intérêts potentiellement économiques de vendre certains compléments alimentaires ou régimes ou aliments miracles, qui, voilà, vous en doutez, n'existe pas vraiment le côté miracle, sinon ça se saurait. Donc, l'idée vraiment de cette présentation, c'est de faire le bilan sur les connaissances solides et comment on a établi les niveaux de preuve en matière de lien nutrition-cancer. Alors, vraiment, pour être clair ici, on se situe principalement pour cette présentation en prévention primaire, donc avant le diagnostic d'un premier cancer.
et sachant que voilà, la prévention secondaire, tertiaire, c'est chez les patients et ou chez des personnes remises et pour lesquelles on voudrait éviter un futur cancer. Je vous dirai juste deux mots là-dessus en fin de présentation. Bon, vous savez évidemment tous le poids du cancer. Ici, ce sont des chiffres au niveau mondial, des chiffres de l'OMS, donc environ 18 millions de nouveaux cas de cancer chaque année, les chiffres de 2018 ici du Globocan, avec en premier lieu au niveau international, cancer du poumon, du sein, cancer colorectal, prostate et estomac pour la hiérarchie en termes d'incidence et qui est légèrement différente en termes de mortalité, évidemment avec des cancers plus ou moins agressifs et où qu'on sait plus ou moins soigner. Ça, c'est la situation au niveau mondial. Au niveau français, évidemment, le cancer est aussi un problème majeur de santé publique avec plus de 455 000 nouveaux cas par an. Première cause de mortalité, tous âges confondus chez les moins de 65 ans. Et là aussi, une survie variable à 5 ans avec plutôt favorable pour tout ce qui est cancer de la prostate, cancer du sein, et puis plus défavorable pour côlon, poumon, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment ici, pour nous, d'essayer de développer une prévention qui soit ciblée sur des facteurs de risque évitables. Et donc, on vient à cette notion, j'imagine, j'enfonce des portes ouvertes pour l'instant, vous connaissez tous ça, mais les cancers sont évidemment des maladies multifactorielles, des facteurs tels que la génétique, bon, évidemment l'âge, le sexe, etc. vont jouer sur les risques. C'est très intéressant, évidemment, d'identifier certains gènes, certains polymorphismes génétiques qui entraînent des plus ou moins de susceptibilité à différents types de cancers. C'est intéressant pour la compréhension, ça peut être intéressant pour une prise en charge différentielle clinique, mais c'est vrai qu'on a relativement peu de prises pour changer notre génome, alors qu'il existe des facteurs sur lesquels on peut plus facilement agir au niveau individuel, au niveau collectif. Alors, évidemment, le tabagisme, l'exposition aux UV, médicaments, etc. etc. Mais il y a aussi dans ces facteurs-là la nutrition, qui est vraiment un des facteurs de modifiables majeurs de risque, mais aussi protecteurs sur lesquels on peut agir pour prévenir les cancers. Alors, au cours d'une vie, on ingère environ, c'est évidemment une moyenne, certaines personnes, ce sera largement au-dessus et d'autres largement en dessous, mais on ingère environ 30 tonnes d'aliments et 50 000 litres de boissons. Donc ça ne veut pas forcément dire que tout aura un impact sur notre santé, mais ça donne quand même une idée de cette masse de matière organique qui traverse notre corps au cours de la vie et qui donc nécessairement a un impact d'une manière ou d'une autre sur notre santé et sur notre risque de développer des maladies chroniques. De manière générale, pas seulement lié au cancer, mais on sait qu'un décès sur 5 dans le monde est lié à des facteurs nutritionnels. Ça, ce sont les chiffres du Global Burden of Disease de 2019. Et dans l'alimentation de manière générale, on a à la fois évidemment des nutriments qui sont véhiculés, donc protéines, lipides, glucides, vitamines, minéraux, etc., mais également tout un ensemble d'autres composés comme des additifs alimentaires, des pesticides, des contaminants liés à l'environnement, donc dioxines, PCB, etc., ou encore des composés bioactifs des plantes comme les polyphénols, donc tout un ensemble de constituants véhiculés par notre alimentation, et là, pour le coup, pour lesquels on a peu d'informations, peu de certitudes pour l'instant sur l'impact à long terme sur notre santé et notre risque de développer un cancer. Alors, l'alimentation joue évidemment un rôle ambivalent, donc tous ces aliments et donc l'activité physique aussi. C'est vraiment une source globale de facteurs, de constituants qui, pour certains, vont avoir un rôle protecteur et pour d'autres, avoir un rôle potentiellement délétère. Et d'où, lorsqu'on parle d'avoir de l'importance, depuis toujours, même avant que l'épidémie nutritionnelle existe, l'importance d'avoir une alimentation équilibrée, évidemment, ça va permettre d'avoir toute une diversité de vitamines, de minéraux, etc., et de couvrir l'ensemble des besoins. Mais l'idée aussi derrière, c'est de varier les expositions au cours de la vie, de ne pas être toujours exposé aux mêmes substances, aux mêmes contaminants, etc., puisque là, on augmente le risque d'avoir une exposition chronique au cours de la vie qui peut avoir des impacts potentiellement délétères sur le risque de développer un cancer. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne en fait en pratique, en recherche, pour établir
un lien causal, et en tout cas un niveau de preuve suffisamment fort entre un facteur nutritionnel donné et le risque de cancer. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête ici, c'est que chaque type d'étude, que ce soit les études d'observation, comme par exemple donc les études cas témoins, où on va comparer la manière dont se nourrissent des patients atteints de cancer et des témoins, ou bien des études longitudinales de cohorte, où on va suivre dans le temps des participants qui, au départ, sont indemnes, n'ont pas de cancer. On va mesurer leur alimentation, leur activité physique, leur mode de vie, leur consommation d'alcool, etc. Et on va suivre au fil du temps l'apparition de différents cancers. Et on va comparer au bout d'un certain nombre d'années, et bien finalement, parmi ceux qui ont développé un cancer versus ceux qui n'en ont pas développé, quel était leur mode de vie, leur alimentation, etc. Ça, c'est une étude longitudinale, prospective, donc ce sont les cohortes. Donc ça, ce sont des études d'observation, c'est-à-dire qu'on observe les comportements alimentaires des participants, mais on n'influence pas, on essaye d'influencer le moins possible la manière dont ils s'alimentent, l'activité physique pratiquée, etc. On a aussi des études de type intervention. Donc là, ce sont notamment les essais contrôlés randomisés. On en a mis en place, par exemple, dans le laboratoire, il y a pas mal d'années maintenant, l'étude Suvimax, par exemple, où on a testé l'impact d'une supplémentation en vitamines et minéraux antioxydants pendant 8 ans donc versus placebo. Un groupe au hasard a reçu cette supplémentation, l'autre groupe a reçu un placebo. Et au fil du temps, certains ont développé un cancer et d'autres pas, et on a pu comparer l'incidence des cancers entre le groupe d'intervention et le groupe placebo. Donc ça, c'est un essai contrôlé randomisé. Alors, c'est évidemment formidable de pouvoir mettre en place ce type d'études, puisqu'on arrive ainsi à contrôler potentiellement des biais de confusion, des facteurs de confusion, puisque a priori, l'exposition, ici la supplémentation, est distribuée de manière aléatoire entre les participants, donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait plus chez les fumeurs, moins chez ceux qui pratiquent plus d'activité physique, etc. Mais par contre, évidemment, déjà, c'est très lourd, coûteux, etc. Mais aussi, surtout, ce n'est pas faisable pour tout un tas de raisons éthiques dès qu'on s'intéresse à des facteurs potentiellement de risque de cancer. On ne va évidemment pas, je vous parlerai après de certains travaux sur les aliments ultra transformés, les additifs, etc. On ne peut pas donner tel additif, par exemple, pendant 8 ans à un groupe de personnes. Les autres auront la chance d'être tombés dans le groupe alimentation naturelle, entre guillemets, et on compare qui est-ce qui a le plus de cancer au bout du compte. Évidemment, pour des raisons éthiques, ce n'est pas du tout faisable. Donc, ces essais contrôlés randomisés, parfois, on peut en mettre en place et y avoir accès, mais on ne peut pas tout tester avec ça. Et puis, il y a aussi les études plus mécanistiques, alors soit au niveau épidémiologique avec des dosages de biomarqueurs ou autres, ou des études expérimentales sur des lignées cellulaires, sur des modèles animaux, par exemple, donc in vivo, in vitro, qui vont aussi apporter évidemment des informations extrêmement intéressantes sur tout ce qui va être mécanisme et sur toute la plausibilité biologique du lien qu'on étudie. Et donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas, et donc vous verrez des fois dans la manière de critiquer certaines études où on balaye d'un revers de main en disant « ah ben ça c'est chez l'animal, donc ça n'a aucun sens, on n'est pas des souris quand même », ou bien à l'inverse, une étude d'observation épidémiologique où on dit « ah ben oui, mais ça de toute façon, ce n'est pas un essai randomisé, donc ça n'a aucun poids ». On ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire que toute étude, des grosses études prospectives d'observation, les essais d'intervention et les études mécanistiques expérimentales, l'ensemble nous permet de manière combinée d'arriver à établir un niveau de preuve entre un facteur nutritionnel donné et le risque de cancer. Et c'est vraiment en prenant en compte, et notamment lors d'expertises collectives bien conduites, et là aussi, ce n'est pas l'avis, ce n'est pas un chercheur isolé qui fait de la biblio dans son coin et qui rend une conclusion sur un niveau de preuve officiel. Ce sont vraiment des expertises collectives qui prennent en compte l'ensemble de cette littérature épidémiologique, toxicologique, etc. et qui permet d'aboutir au niveau de preuve que je vais vous présenter maintenant. Alors, dans le domaine nutrition-cancer, on a la chance au niveau international d'avoir deux instances principales, on va dire, qui sont chargées, qui ont pour mission de faire l'état des lieux et de le remettre à jour de manière régulière sur les relations nutrition-cancer. On a d'une part l'OMS avec le CIRC, donc en français le Centre international de recherche contre le cancer, en anglais c'est l'IARC, donc International Agency for Research on Cancer.
et donc qui est basé à Lyon, mais qui est donc un centre international, et qui s'intéresse plus spécifiquement à tous les facteurs potentiellement cancérigènes, donc potentiellement délétères. Et de l'autre côté, on a également le World Cancer Research Fund, donc WCRF, donc couplé avec l'AICR, l'American Institute for Cancer Research, qui là s'intéresse à l'ensemble des facteurs liés à la nutrition. Le CIRC ne s'intéresse pas que à la nutrition, il balaye tout un tas d'autres facteurs également. Mais donc le WCRF est centré sur les facteurs nutritionnels et il s'intéresse à la fois aux facteurs potentiellement protecteurs et aux facteurs délétères. Donc, si on regarde rapidement le CIRC, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent en compte des données d'exposition chez l'homme, les études épidémiologiques humaines, mais également les études mécanistiques chez l'animal ou enfin, voilà, modèle in vitro également. Et puis, ils classent finalement chacun des composés potentiellement cancérigènes qu'ils étudient selon cette classification. Le groupe 1 étant considéré donc, comme le plus fort niveau de preuve, donc l'agent est cancérogène pour l'homme. Le groupe 2A, c'est l'agent est probablement cancérogène pour l'homme. 2B, possiblement. Le groupe 3, pas classifiable, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'informations pour l'instant pour pouvoir conclure. Et le groupe 4, on a suffisamment d'informations dans la littérature scientifique pour conclure que l'agent n'est probablement pas cancérogène pour l'homme. Donc, alors là j'ai répertorié rapidement quelques facteurs liés à l'alimentation pour lesquels le CIRC avait rendu des avis, et donc notamment ce sont des avis sous forme de monographie que vous pouvez trouver en ligne en libre accès évidemment sur le site du CIRC. Donc l'idée c'est pas de passer là tout en revue, je l'ai affiché ici comme ça vous l'aurez dans le PowerPoint, mais on va reprendre un par un les facteurs les plus importants liés à la nutrition pour la population française. Donc de même ici je ne vais pas faire le catalogue, mais comme ça vous l'avez dans le PowerPoint. Le WCRF fait la synthèse de la littérature. Alors WCRF, là aussi vous trouvez sur leur site qui est vraiment très bien fait. Ils procèdent en fait par différents rapports. Donc, ils ont commencé depuis 2007 à produire des rapports de synthèse sur ces relations nutrition-cancer. Ils mettent à jour, à travers ce qu'ils appellent le Continuous Update Project, ces relations-là, et notamment par organe. Donc, ils sortent un rapport sur le cancer colorectal, le cancer de la prostate, etc. Et ils ont sorti un gros rapport de synthèse, tout facteur nutritionnel et toute localisation confondue, là, en 2018. Donc, c'est notamment ce rapport-là qui fait foi largement en matière de poids d'épreuve nutrition-cancer à l'heure actuelle. Et donc là, je vous ai listé ici les facteurs jugés par le WCRF comme étant potentiellement délétères, donc les facteurs nutritionnels. Et ici, vous avez les facteurs potentiellement protecteurs avec des niveaux de preuve, alors au moins probables et si ce n'est convaincants. Là aussi, l'idée, ce n'est pas de regarder en détail le tableau, on va revenir sur les principaux facteurs par la suite. Alors, en France, on a également fait ce travail de synthèse avec l'INCa, donc un groupe d'experts au niveau de l'INCa, où on a passé en revue et donc tout un gros corpus de littérature sur les relations nutrition-cancer. Donc là, le rapport date de 2015, je crois bien, celui-ci. Et donc, on a également présenté les choses sous forme de matrice comme ça à double entrée, avec les lignes ici étant les facteurs nutritionnels les plus importants, qui ont le plus de sens en termes d'exposition pour la population française. Et en colonne, vous avez les différentes localisations de cancer, avec ici, du coup, les cases plutôt couleur chaude, donc plus c'est rouge, plus c'est dans le sens délétère avec un niveau de preuve élevé. Et à l'inverse, les couleurs vertes, et plus c'est foncé, plus le niveau sont plus dans le sens protecteur, et plus c'est foncé, plus le niveau de preuve est élevé. Et vous voyez ici que les cases blanches, c'est voilà, on ne sait quasiment rien, et les cases grises, on n'en sait pas assez à l'heure actuelle pour conclure. Donc, vous voyez encore la marge de progression qu'on a à faire en termes de recherche pour pouvoir compléter cette matrice au fil du temps. Alors, si on reprend finalement les principaux facteurs nutritionnels pour lesquels voilà, on sait qu'il y a un lien fort avec le risque de cancer. Alors, on a les boissons alcoolisées. Alors, on débattait juste avant avec le professeur Robert. Effectivement, ce n'est pas de l'alimentation, la nutrition au sens
propre, mais dans ce qu'on entend par nutrition, quand on parle d'épidémiologie nutritionnelle, c'est à la fois les boissons alcoolisées, l'alimentation, les boissons sucrées, etc. Tout ce qui est aussi activité physique qui fait partie de finalement les dépenses et les apports caloriques. Donc tout ça, c'est la nutrition au sens large, de même que le statut sanguin en vitamine D qui dépend aussi de l'expo solaire. Donc tout ça, la nutrition, c'est un ensemble global de choses. Il n'y a pas seulement purement les aliments qu'on consomme. Alors, les boissons alcoolisées, bon, ce n'est pas un scoop, donc je pense que je ne vais pas, pour les personnes qui sont là aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est assez connu. Évidemment, facteur de risque de multiples localisations de cancer, donc celles pour lesquelles on a des niveaux de preuve convaincants sont indiqués en rouge ici. Donc, évidemment, toutes les VADS, voie aérodigestive supérieure, œsophage, le sein après la ménopause, foie et côlon rectum, et puis sein avant la ménopause et estomac pour lesquels le niveau de preuve est qualifié de probable. Donc, vous avez ici, là aussi, c'est quelque chose, je pense, que vous connaissez, hein, l'équivalent en alcool. À l'heure actuelle, les données épidémiologiques ne permettent pas de conclure à un type d'alcool qui serait plus dangereux pour les cancers qu'un autre. Voilà, on ne sait pas conclure si le vin est moins dangereux, le vin rouge moins dangereux que la bière, ou etc. Ce qui est de manière sûre associé au risque de cancer, c'est finalement la quantité d'éthanol, donc l'équivalent éthanol. Et donc là, voilà, l'équivalent éthanol entre un ballon de vin rouge, un demi de bière, une coupe de champagne, etc. Vous voyez ici l'équivalent, y compris avec les spiritueux. Donc, c'est ça qui est montré en lien avec cancer. On a du mal encore à dire aujourd'hui si certains types d'alcool sont plus dangereux que d'autres. De même, il y a des travaux qui s'intéressent à la manière dont l'alcool est consommé. Est-ce que c'est différent d'avoir globalement un niveau relativement élevé, mais finalement modéré au quotidien, ou d'avoir des épisodes, 1 fois, 2 fois par semaine, de binge drinking, où on va boire beaucoup d'alcool d'un coup. Donc ça aussi, ces différences de pattern de consommation et l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'incidence de cancer, c'est des choses qui commencent à être explorées en recherche, mais pour l'instant, on n'a pas encore de niveau de preuve suffisamment fort pour vraiment conclure ici. Donc, et donc là, ce qui est montré également, ce sont des relations dose-réponse, et donc qui augmentent de manière significative dès le premier verre d'alcool, notamment là pour le cancer du sein chez la femme. Et donc, à partir d'un verre d'alcool par jour, on a déjà une augmentation de risque de cancer. On a des mécanismes qui commencent à être bien montrés, notamment qui font intervenir l'acétaldéhyde, qui alors soit déjà est présent dans les boissons alcoolisées de manière native, mais aussi qui provient de la transformation dans l'organisme de l'éthanol. Et puis tout un tas de mécanismes faisant aussi intervenir les hormones sexuelles, des effets pro-inflammatoires, une perturbation du métabolisme de l'acide folique, une perturbation également, enfin des interactions aussi avec le tabac, avec une potentialisation, une synergie d'effets alcool-tabac délétères sur le cancer. Donc voilà, bon, ça je crois que les choses sont assez claires là-dessus. En France, alors du coup les recommandations par rapport à l'alcool ont été mises par Santé publique France en 2017, donc Santé publique France et l'INCa conjointement. Donc pas plus de 10 verres par semaine, pas plus de 2 verres par jour les jours de consommation, et puis entrecoupés de jours de non-consommation. Donc là, vous me direz, ou en tout cas, je ne sais pas si vous vous dites, mais moi, je me dis que par rapport au niveau de preuve qui montre qu'à partir d'un verre par jour, il y a un début d'augmentation de risque, on est certainement encore en deçà de ce qu'on pourrait faire en termes de prévention cancer, en tout cas, par rapport aux recommandations telles qu'elles sont actuellement. Et donc, en 2017, d'après Santé publique France, on avait 23,5% des 18-75 ans qui dépassaient ces repères de consommation. Donc là, vous voyez, ça donne une idée de la marge de progression de prévention là-dessus. Alors, le surpoids et l'obésité, là aussi, facteur de risque majeur aujourd'hui avéré de plusieurs localisations de cancer. Donc là aussi, on retrouve les VADS, on retrouve tout ce qui est cancer du sein après la ménopause. À l'inverse, la relation est dans le sens inverse pour le cancer du sein avant la ménopause. Donc, facteur de risque également d'obésité pour le cancer du foie, du rein, pancréas, cancer colorectal, cancer de l'endomètre. Et puis, en orange ici, vous voyez tout ce qui est estomac, vésicule biliaire, ovaire et prostate avec un niveau de preuve qualifié de probable par le WCRF.
Alors, bon, vous savez, je pense ici tous calculer l'indice de masse corporelle, hein, donc le poids sur la taille en mètres au carré. Et donc, un IMC qualifié de normal, entre guillemets, c'est entre 18,5 et 25 kg par mètre carré. Et donc, à partir du surpoids 25 kg par mètre carré, on a ces augmentations de risque de cancer et donc évidemment encore plus prégnantes avec l'obésité. Donc là aussi, il commence à y avoir pas mal d'études, que ce soit au niveau épidémiologique ou expérimental, qui ont objectivé les mécanismes sous-jacents liés à la résistance à l'insuline, production de facteurs de croissance, etc. Donc, je ne suis pas spécialiste des aspects mécanistiques, je suis plus sur les études épidémiologiques, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment avéré et qui supporte au niveau mécanistique ce qu'on peut avoir au niveau épidémiologique. On a ici évidemment donc la recommandation qui est assez qualitative en France, essayer de rester autant que faire se peut dans un range de poids qualifié de normal, sachant que évidemment comme les cancers, l'obésité est une maladie multifactorielle. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut agir avec un équilibre alimentaire, une pratique régulière d'activité physique. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir et on n'est pas tous égaux par rapport à ces risques de surpoids, obésité. Donc, tout n'est pas non plus entre nos mains sur ce facteur-là. En France, d'après l'étude Esteban, donc, qui est l'étude nationale représentative de Santé publique France conduite en 2017, il y avait environ la moitié des adultes en surcharge pondérale, dont 32% de surpoids et 17% en situation d'obésité. Et ce qui est intéressant aussi dans le WCRF, c'est qu'ils ont aussi fait la littérature sur les facteurs nutritionnels de risque d'obésité, de surpoids et d'obésité. Et donc, il y a aussi la matrice que vous pouvez trouver sur leur site. Et donc ici, en l'occurrence, parmi les facteurs protecteurs, il y avait l'activité physique active, donc notamment la marche, activité d'endurance, les aliments contenant des fibres, régime alimentaire pattern de type méditerranéen, le fait d'avoir été allaité, donc qui diminue le risque de développer une obésité au cours de la vie. Et puis, dans les facteurs d'augmentation de risque, tout ce qui est sédentarité, notamment temps d'écran chez les enfants, les boissons sucrées, temps d'écran chez l'adulte aussi, les patterns alimentaires de type fast-food et type western, donc régime occidental. Là pour ce facteur. Alors, autres facteurs pour lesquels on a des niveaux de preuve élevés, ce sont les viandes rouges et les charcuteries. Donc, niveau qualifié de convaincant sur l'augmentation de risque de cancer colorectal pour ce qui est des charcuteries, et puis niveau qualifié de probable pour ce qui est des viandes rouges. Donc là, effectivement, là, ce verbatim-là, probable, convaincant, c'est celui du WCRF, mais il y a un fort alignement avec les conclusions de l'IARC sur ce sujet, avec la monographie sur viande rouge charcuterie qui conclut pareil à un niveau 1 sur charcuterie, un niveau 2A sur les viandes rouges. Donc, c'est assez aligné entre les deux. Alors, là aussi, les mécanismes sont pas tous élucidés, mais en tout cas, plusieurs commencent à être bien connus. Donc, on a notamment un effet du fer héminique qui va peroxyder notamment certains lipides de notre alimentation, créer ainsi des composés potentiellement génotoxiques et donc augmenter le risque de cancer, notamment au niveau colorectal. Mais là, on se pose aussi la question et on voit des travaux, par exemple dans la cohorte qu'on a Nutrinet Santé, je vous en dirai un mot après. Et on a aussi des associations avec le cancer du sein, mais là, pour le coup, on est à des niveaux de preuve encore plus faibles pour l'instant. Et il y a probablement d'autres facteurs qui jouent également, la formation de composés nitrosés, les amines hétérocycliques. Donc, il y a tout des débats actuels très forts sur les additifs, notamment nitrés, dans les charcuteries, qui jouent potentiellement ici aussi un rôle dans les liens entre charcuterie et risque de cancer colorectal ici. Donc, pour la première fois, dans le programme national nutrition santé, donc le PNNS, le mangerbouger.fr, on a introduit, donc il a été révisé en 2019, donc les recommandations de Santé publique France pour les aliments, les groupes d'aliments, etc., ont été réémises pour la population en 2019. Et donc, il a été introduit une limite quantitative qu'il n'y avait pas au préalable dans les recommandations d'avant, de ne pas dépasser, donc, pour la viande rouge, 500 grammes par semaine, viande rouge étant tout ce qui est bœuf, agneau, veau, etc., donc tout, hors volaille en fait finalement, et donc privilégier plutôt la consommation de volaille. Et puis, pour les charcuteries, pas plus de 150 grammes par semaine.
Et donc ça inclut l'ensemble des charcuteries, y compris le jambon blanc, qui est aussi considéré comme une charcuterie, mais dans l'ensemble des charcuteries, c'est entre guillemets un moindre mal, puisque notamment moins riche globalement en sel et en acides gras saturés, même si ça reste aussi de toute façon à limiter et à prendre en compte dans pas plus de 150 grammes par semaine. Autre facteur nutritionnel pour lesquels on a des niveaux de preuve forts, c'est le sel et aliments salés, et donc avec une augmentation probable de risque de cancer de l'estomac, qui ferait intervenir plusieurs mécanismes ici, donc altération de la muqueuse gastrique, des interactions aussi justement avec les composés nitrosés ou avec des facteurs infectieux comme Helicobacter pylori, qui est, là on sait, un facteur de risque cancer de l'estomac. Donc là, l'idée, c'est effectivement de réduire la consommation de sel. On est vraiment élevé en France en termes de sel. Donc là, on aimerait ne pas dépasser 5 grammes par jour. Donc, alors déjà, il y a une recommandation à essayer de ne pas dépasser 8 grammes. 5 grammes, ce serait l'objectif de l'OMS. Avec un premier point d'étape à pas plus de 6 grammes de sel par jour. On voit qu'on est déjà 79% des adultes, enfin 18-54 ans ici, dans l'étude Esteban, donc représentative française, à dépasser 6 grammes de sel par jour. Donc, on a vraiment une grosse marge de progression ici, sachant que, vous le savez sûrement, le sel intervient aussi comme facteur de risque de différentes pathologies au niveau cardiovasculaire ou hypertension, par exemple, donc est globalement, de toute façon, à limiter. Et donc, avec un warning ici, puisque ce n'est pas seulement le sel qu'on va ajouter à table, donc éviter de ressaler, donc goûter les aliments avant de ressaler, ne pas ajouter du sel sur des produits en conserve qui en contiennent déjà, essayer de limiter lorsqu'on cuisine, etc. Mais il faut avoir en tête que le principal contributeur, c'est surtout le sel qui est contenu dans les aliments transformés qu'on achète tel quel, avec parfois c'est assez évident, mais parfois ça l'est beaucoup moins. Donc il y a beaucoup même de produits sucrés, de biscuits, etc. qui contiennent beaucoup de sel. Le pain contient aussi beaucoup de sel. Évidemment, les charcuteries, les fromages, ça on le sait, mais on le sent au goût. Et puis, il y a aussi, par exemple, des légumes, certaines conserves de légumes qui vont contenir du sel ou même du sucre parfois, donc pour lesquels on ne se doute pas de ça. Donc, la vigilance aussi à ce niveau-là. Et donc, d'où l'intérêt, par exemple, du Nutri-Score, dont je vais vous dire un petit mot après. Je savais que je devais le faire. Alors, autre facteur, alors ça c'est vraiment un cas un petit peu particulier, je fais une parenthèse ici sur l'aspect complément alimentaire, mais bon, je balaye dans les rapports, les expertises collectives, tout ce qui est avec un niveau de preuve fort. Complément alimentaire à haute dose à base de bêta-carotène, on sait aujourd'hui que ça augmente le risque de cancer du poumon, et là notamment chez les fumeurs, voire potentiellement aussi ex-fumeurs, et également personnes notamment ayant été exposées à l'amiante ou à d'autres facteurs de ce type de risque de cancer du poumon. Donc ça, vous avez peut-être en tête, pour la petite histoire, comment ça a été mis en évidence. En fait, dans les années, on va dire, années 80, les bénéfices des fruits et légumes dans la prévention des cancers commençaient déjà à être largement montrés en termes de relations dans les études épidémiologiques d'observation. Et donc, certains chercheurs, donc d'un côté aux États-Unis et puis d'autre côté en Finlande, donc ATBC et CARET comme étude, enfin l'inverse, se sont dit, voilà, qu'est-ce qui, dans les fruits et légumes, qu'est-ce qui joue comme effet protecteur sur le cancer du poumon? Il y a potentiellement le bêta-carotène, qui est un antioxydant, ça a été démontré là au niveau expérimental, et donc qui ont eu l'idée de mettre en place 2 grands essais contrôlés randomisés pour tester l'impact d'une supplémentation en bêta-carotène et donc en d'autres composés aussi, avec des plans d'expérimentation spécifiques sur la prévention des cancers du poumon, et donc qui ont notamment inclus des personnes à fort risque, donc des personnes fumeurs ou fumeuses et donc notamment des fumeurs ou des personnes exposées à l'amiante, et qui s'attendaient évidemment, au moment où ils ont mis en place l'étude, à voir des effets protecteurs de cette supplémentation versus le placebo, et au contraire, qui ont vu plus d'incidence de cancer du poumon au bout de quelques années dans le groupe supplémenté. Et après, lorsqu'il y a eu des réanalyses, également plus de cancer de l'estomac, cancer gastrique dans le groupe supplémenté. Et donc, ça a évidemment été une grosse surprise. Ces 2 études, faites vraiment de manière indépendante dans 2 pays différents, etc., ont montré à peu près la même chose, quasi au même moment, donc milieu des années 90. Et donc, évidemment, ça a jeté un pavé dans la mare, et ça a
permis de conduire des différents travaux au niveau épidémiologique, au niveau expérimental, qui ont permis en effet de comprendre, notamment de mettre en évidence cette interaction entre le bêta-carotène et le tabac, avec par exemple le bêta-carotène qui devenait pro-oxydant en présence de fumée de tabac, ou bien l'initiation de certaines tumeurs finalement qui restaient au stade latent avec une exposition au tabac ou à l'amiante, et qui, du coup, ces cellules tumorales latentes étaient nourries par ce bêta-carotène plutôt positif normalement, qui là, du coup, nourrissait, entre guillemets, les cellules tumorales au lieu de favoriser là, finalement les cellules saines. Donc, il y a plusieurs mécanismes, je ne résume pas très bien, encore une fois, moi je suis moins dans ces aspects mécanistiques, mais plusieurs mécanismes qui ont été mis en évidence et qui montrent la plausibilité de ces relations. Donc la prudence là-dessus, et de manière générale, la communauté scientifique et de santé publique est très prudente par rapport à l'utilisation de compléments alimentaires en population générale. Là, on ne parle pas de personnes qui ont des pathologies spécifiques ou qui ont des carences diagnostiquées par un médecin, que ce soit en fer, en vitamine D, ou etc., où il va falloir supplémenter, ou encore des femmes enceintes qui doivent prendre l'acide folique. Voilà, on parle vraiment de population générale qui n'a pas spécialement de problème de santé et qui se dit pourquoi pas manger alors plus ou moins n'importe quoi d'ailleurs, et prendre une pilule miracle avec toutes les vitamines, les minéraux, antioxydants, etc. dedans, et ça va m'aider à prévenir les cancers ou d'autres maladies. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas prouvé et pour lesquels il peut y avoir des risques, comme on le voit ici là, sur l'exemple du bêta-carotène. Donc là, juste comme idée en France, de manière générale, ce n'est pas seulement sur les compléments de bêta-carotène, il y a 29% des adultes qui consomment des compléments alimentaires dans l'étude 1K3, donc étude nationale représentative, cette fois-ci conduite par l'ANSES. Et puis, par exemple, dans Nutrinet, on voyait 11% des femmes fumeuses qui consommaient des compléments alimentaires qui ont déclaré un complément à base de bêta-carotène. Donc, ce n'était pas totalement non plus négligeable, alors que là, pour le coup, il pourrait y avoir des risques d'après ce qu'on a vu dans ces essais randomisés, même si les doses étaient sûrement nettement plus élevées. Alors, si on passe aux facteurs protecteurs avérés, on a tout ce qui est consommation de fruits et légumes qui diminue de manière probable les cancers des voies aérodigestives, donc dans leur ensemble, donc tout ce qui est bouche, pharynx, larynx, nasopharynx, œsophage, estomac, côlon, rectum, et puis le cancer du poumon également, avec tout un ensemble de mécanismes basés évidemment sur des mécanismes d'anti-oxydation, mais aussi de régulation de la prolifération cellulaire, de méthylation de l'ADN, etc. Donc là, il y a pas mal d'études mécanistiques qui objectivent l'impact de différents composés des fruits et légumes bénéfiques par rapport à la protection des cancers. Et sachant aussi qu'il y a un effet indirect vis-à-vis de la protection de l'obésité qui elle-même, on l'a vu, est facteur de risque de cancer. Et donc, la recommandation, je pense que tout le monde la connaît, puisque même en population française, où il y a pas mal de recommandations qui sont encore mal connues, celle-là, elle commence à être pas mal connue en théorie, en tout cas, au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est au moins, on va dire 400 grammes, puisque une portion, c'est de 80 à 100 grammes de fruits et légumes. Donc au moins 400-500 grammes par jour de fruits et légumes. Avec un message aussi d'encouragement envers les personnes qui n'atteignent pas encore cette recommandation, puisque vous voyez qu'ils sont nombreux ici, 58% des 18-74 ans, donc 72% chez les 18-54 ans qui n'atteignent pas les 5 portions de fruits et légumes par jour, d'après Esteban. Et donc ici, l'idée, c'est que comme on a une relation dose-effet sur tout le départ de la courbe, et déjà de passer de 0 à 1 par jour, il y aura déjà un bénéfice par rapport à la protection des cancers, et de 1 à 2, 2 à 3, etc., on augmente son bénéfice. Donc, pas dire 5, j'y arriverai pas, autant pas s'y mettre. Non, il y a vraiment un effet dose-réponse, et donc voilà, il faut essayer d'améliorer, de tendre vers cette recommandation. Attention aux jus de fruits là-dedans. Les jus de fruits, c'est considéré comme des boissons sucrées. Donc, à la limite, un verre par jour peut contribuer à une portion de ces fruits et légumes, mais pas plus, puisque ça apporte quand même beaucoup de sucre très facilement ingérable en grande quantité. Donc, à éviter, plutôt manger le fruit entier. Et par principe de précaution, là aussi, essayer de privilégier les fruits et légumes cultivés selon des modes de production qui limitent l'exposition aux pesticides, et notamment les fruits et légumes bio. Ça fait partie officiellement des recommandations de Santé publique France.
lié à cette exposition fruits et légumes, il y a les fibres alimentaires qui, là, avec un niveau probable, protègent contre le cancer colorectal. Les fibres, on les trouve effectivement dans les fruits et légumes, mais on les trouve aussi dans les produits céréaliers complets, donc pain complet, pâtes, riz, semoule complète, et puis tout ce qui est légumineuse, donc les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges, etc. Tout ça, ça fait partie des légumineuses, donc c'est très riche aussi en fibres. Donc dans les recommandations, donc il y a certes la recommandation fruits et légumes, il y a les produits céréaliers complets, au moins un par jour, une portion par jour de produits céréaliers complets, les légumineuses au moins 2 fois par semaine, notamment pour les fibres, mais aussi de manière plus générale, sans pertinence directe par rapport au cancer. C'est une source de protéines végétales très intéressante. Et quand on s'intéresse du coup à limiter les produits animaux, c'est des sources protéiques importantes et qui rentrent aussi dans la logique de co-bénéfice individu-planète, puisqu'on cherche aussi à diminuer le poids des aliments végétaux dans l'alimentation, qui sont les plus coûteux en matière d'impact environnemental de notre alimentation, et de se tourner vers des sources protéiques plus végétales. Sans éliminer totalement la viande. En tout cas, ce n'est pas ce que disent les recommandations de manière officielle, mais en tout cas de rééquilibrer la balance. Donc, l'intérêt des légumineuses. Et donc, si on en revient aux fibres, là aussi, les mécanismes commencent à être bien connus au niveau régulation de l'insulinorésistance, régulation des taux d'hormones sexuelles circulantes, des effets anti-inflammatoires, des effets positifs sur le microbiote intestinal et le renforcement de la barrière intestinale, etc. Donc, tout ça qui explique vraiment l'effet protecteur des fibres. Et vous voyez ici qu'on est vraiment très loin par rapport… Donc la recommandation, c'est minimum 25 grammes par jour, voire 30 grammes par jour. Et on a une moyenne qui est plutôt à 17,5. Et donc, on est très en deçà de ce qu'il faudrait consommer avec, voilà, par exemple, 61% des adultes qui ne mangent pas de produits céréaliers complets, 87% qui mangent moins de 2 fois par semaine des légumes secs, etc. Donc, là aussi, grosse marge de progression. Les produits laitiers sont associés à une diminution de risque de cancer colorectal avec un niveau de preuve probable. Là aussi, plusieurs mécanismes potentiels, notamment via le calcium de ces produits laitiers et leur action possible sur les bactéries lactiques, là aussi en interaction avec le microbiote intestinal. La recommandation est passée à 2 produits laitiers par jour pour les adultes. Pareil, c'est 2 portions. Et donc, par portion, on entend donc soit 150 ml de lait, 125 grammes de yaourt ou 30 grammes de fromage. Ça, c'est ce qu'on appelle une portion de fruits et de produits laitiers. Et parmi les fromages, essayer de privilégier autant que faire se peut ceux les plus riches en calcium et les moins gras. Et veiller à varier les produits laitiers qui sont consommés. Et donc là, on a 35% des adultes dans Esteban qui consomment moins de 2 produits laitiers par jour. Et enfin, donc, je vous le disais, dans la nutrition, on a au global l'activité physique qui est importante aussi, avec des effets protecteurs sur cancer du côlon, niveau convaincant, et puis sur cancer du sein, avant et après la ménopause, et cancer de l'endomètre avec niveau de preuve probable. Des mécanismes là aussi qui font intervenir l'insulinorésistance et taux de GIGF-1 circulant, une accélération du transit intestinal, donc on diminue le temps d'exposition des contaminants avec la muqueuse du côlon, donc ce qui participe aussi de manière mécanique finalement à cette protection, diminution du taux d'œstrogène circulant, etc. Donc la recommandation, là, elle est un petit peu compliquée à énoncer. Donc en gros, si on résume, c'est au moins 30 minutes d'activité physique par jour, on va dire. Mais il y a un détail un petit peu plus fin qui intègre aussi les différents types d'activités physiques, puisque là, on n'est pas que dans la protection cancer, on est aussi protection évidemment avec le PNNS cardiovasculaire, etc. Donc avec aussi des activités liées au renforcement musculaire, à l'assouplissement, la mobilité articulaire, etc. Et les enfants, c'est plus 1 heure par jour qu'il faut et diminuer pour tout le monde la durée sédentaire. Et donc là, vous voyez, on a chez les adultes français 47% des femmes et 30% des hommes qui n'atteignent pas les recommandations d'activité physique. Alors, je vous ai synthétisé dans ce tableau, là aussi, on ne va pas refaire le catalogue, mais comme ça, vous avez toutes les recommandations officielles du PNNS, avec ici, dans la première colonne, les groupes alimentaires ou activités physiques, etc., concernés. Ce qu'il faut augmenter, vers ce vers quoi il faut tendre, ce qu'il faut réduire. Là, la reco détaillée, donc les au moins 5 portions par jour, les grammages pour les charcuteries, les viandes rouges, etc. Et puis ici,
où est-ce qu'on en est en France de l'atteinte de ces recommandations grâce aux études nationales représentatives de Santé publique France, notamment l'étude Esteban. Il faut voir évidemment que tout ce qu'on a émis comme recommandation en France, on est en ligne avec ce qu'ont conclu nos collègues au niveau international, hein, notamment par exemple ici, ce sont les recommandations du World Cancer Research Fund, et vous voyez qui reprennent les aspects liés à l'alimentation, limiter les charcuteries, les boissons sucrées, les boissons alcoolisées, favoriser les produits céréaliers complets, etc., etc. On est vraiment en ligne avec ce qui se dit au niveau international. Alors, si vous voulez d'ailleurs, pour chaque facteur nutritionnel, approfondir les choses, je vous invite à regarder le site du réseau NACRE qui est très bien fait, sur lequel vous trouverez des fiches par facteur nutritionnel. Vous pouvez cliquer là sur ces fiches avec des infographies, des synthèses d'informations qui sont très bien faites donc, sur le site du réseau NACRE. Donc, tout ça, finalement, ces connaissances-là sur les facteurs liés à la nutrition potentiellement protecteurs ou délétères nous ont permis de chiffrer finalement quels étaient les facteurs, enfin, combien est-ce qu'on pourrait éviter de cancer avec ces facteurs-là. Alors, de manière générale, en France, d'après le CIRC, on pourrait éviter 40 à 50% des cas de cancer en modifiant notre mode de vie. Alors ça, ce n'est pas uniquement l'alimentation, hein, ça comprend évidemment d'autres facteurs, et notamment le tabac, qui est le premier facteur de la liste. Mais dans le top 10 des facteurs modifiables, on retrouve 5 facteurs nutritionnels qui sont nos boissons alcoolisées, l'alimentation déséquilibrée, à côté le surpoids et l'obésité, donc lorsqu'on cumule les deux, ça fait un ensemble de un peu plus de 10-11%, l'inactivité physique et puis l'allaitement maternel qui est aussi protecteur contre le cancer du sein. Je n'ai pas fait de fiche détaillée là-dessus, mais du coup, c'est le fait de ne pas allaiter qui est considéré aussi là comme facteur de risque, entre guillemets. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, on sait qu'il faut faire de l'activité physique, on sait qu'il faut bien manger, mais en pratique, comment est-ce qu'on peut, changer nos comportements et essayer de faire évoluer ceux de nos concitoyens? Ça, c'était sur l'activité physique, mais c'est pareil sur la nutrition. Hein. Il y a beaucoup de beaux étals de fruits et légumes, mais en pratique, on est toujours très tenté par des produits gras, sucrés, salés, etc. Et donc, comment faire en pratique? Alors, là, je vous ai mis des exemples de pizza du commerce. Dans les recommandations de Santé publique France, l'idée, c'est d'essayer de consommer des aliments pas ou peu transformés, faits maison, donc c'est encore mieux. Mais si vraiment on veut un aliment comme ça industriel, comment choisir celui qui est le plus favorable à notre santé? Vous voyez ici que, et notamment de par le marketing qui est fait sur ces différents produits, c'est difficile d'avoir une idée comme ça en un coup d'œil de la pizza qui est la meilleure pour ma santé ou la moins pire, on va dire. Quand on tourne l'emballage, ce n'est pas vraiment mieux. On a accès à ce type d'informations. Alors là aussi, pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui sont peut-être aguerries et ont l'habitude peut-être de décrypter ce type de composition, mais c'est vrai que globalement, quand on fait nos courses, on a 2 secondes pour choisir un produit, on a beaucoup de choses à faire et pas beaucoup de temps, et pour certaines personnes, pas la volonté de passer du temps à essayer de décrypter ces étiquetages. Donc l'idée, c'était de proposer un logo qui soit en face avant des emballages et qui permette comme ça, en un coup d'œil, de donner une idée de la qualité nutritionnelle globale des aliments. Et donc, vous voyez ici qu'on a une forte disparité de qualité nutritionnelle entre ces pizzas allant du B au D dans ces exemples, et pas forcément ce à quoi on s'attendait. Enfin, voilà, moi, personnellement, je me serais dit que celle-ci, qui fait un peu traditionnelle, four à bois, aurait eu une meilleure note, alors que celle-ci, qui fait vraiment très… je ne sais même pas ce qu'ils ont mis dessus. Finalement, d'un point de vue nutritionnel, en tout cas, il y a quand même des disparités, des différences de consommation et qu'on voit tout de suite avec le Nutri-Score. Donc, ce Nutri-Score, il intègre les facteurs nutritionnels qui figurent dans ce tableau de composition sur les emballages et pour lesquels on a un des niveaux de preuve les plus forts dans la protection des maladies chroniques, cancer et autres maladies. Et donc, des points sur les facteurs à limiter, donc la teneur en sucre, en acides gras saturés, la teneur énergétique et ou la teneur en sel. Et puis, à l'inverse, des points dans l'autre sens pour ce qui est plutôt à favoriser, donc les fibres, les protéines et la part de fruits, légumes, légumineuses, noix, huile végétale dans l'aliment. Et donc, c'est aujourd'hui, c'est un logo qui a été créé par notre équipe de recherche et qui a été déclaré comme logo officiel en France depuis 2017 et qui est maintenant logo officiel également dans 6 autres pays de la zone Europe.
avec une discussion à l'heure actuelle pour le rendre potentiellement obligatoire au niveau européen sur les emballages des aliments. Vous voyez ici l'intérêt, donc ce n'est pas vraiment un scoop, entre le pain complet et les viennoiseries ici. On a des différences de Nutri-Score, ça c'était assez évident. Je pense que bon, voilà, c'est pas ce que ça nous apprend de plus intéressant. Par contre, au sein d'une même catégorie d'aliments, ici par exemple les céréales petit déjeuner, vous voyez ici toute une diversité de Nutri-Score allant du A au E et qu'on voit du coup dans un rayon en un coup d'œil si on a le Nutri-Score sur les emballages. Alors, vous le savez peut-être, le Nutri-Score est facultatif. On n'a pas le droit, d'un point de vue réglementaire, de l'imposer au niveau des États membres européens. C'est une décision qui doit être prise au niveau de l'Europe. Et donc, là, les entreprises qui jouent le jeu se sont engagées auprès de Santé publique France dans les 2 ans à apposer le logo Nutri-Score. Donc, ça représente plus de 600 entreprises, plus de 700 marques à l'heure actuelle. Donc, on progresse. Il y en a de plus en plus qui jouent le jeu de la transparence auprès des consommateurs. Mais on a évidemment toujours des entreprises récalcitrantes, notamment celles qui ont des produits les plus gras, sucrés, salés, et qui, du coup, refusent d'afficher cette information. Donc, c'est pour ça qu'on souhaiterait que ce logo, pour la transparence pour le consommateur, soit obligatoire. Comme ça, il n'y a pas de discussion. Le consommateur a l'info sur l'ensemble des produits. Et donc, ce Nutri-Score a fait l'objet d'un grand nombre de recherches, donc plus de 45 publications scientifiques pour démontrer à la fois le lien entre une consommation de produits mieux notés au Nutri-Score et moins de risques de différentes pathologies chroniques, et notamment de cancer, à la fois dans la cohorte française Nutrinet Santé et dans la cohorte européenne EPIC. Également, des travaux qui montrent aussi une meilleure compréhension de ce logo par rapport à d'autres logos, et une meilleure capacité du coup des personnes à classer les aliments selon leur qualité nutritionnelle grâce à ce logo qui est facilement compréhensible. Et donc là, il y a plusieurs centaines de scientifiques qui s'allient dans un appel pour essayer de sensibiliser l'Europe pour qu'elle choisisse d'apposer le Nutri-Score comme logo obligatoire. Donc, c'est un débat qui a lieu en ce moment cette année. Et d'ailleurs, je remercie au passage la Société française du cancer de s'être ralliée à cet appel-là et de soutenir ce logo qui a été validé scientifiquement et qui jouerait un rôle important là, dans la prévention des cancers. Et donc, l'IARC, d'ailleurs, s'est positionné de manière officielle en septembre dernier avec une synthèse de cette prise de position et l'appel à l'Europe d'apposer le Nutri-Score comme logo obligatoire. Alors, une fois qu'on a tout ça, j'essaye d'accélérer un petit peu. Il y a encore plein de questions qui se posent. C'est-à-dire que là, ce sont toutes les facteurs nutritionnels pour lesquels on a dit votre preuve très fort, donc qu'on en est à finalement essayer de faire en sorte de mettre des logos, des informations aux consommateurs pour adopter ces comportements-là. Mais d'un point de vue recherche, eh bien, pour l'instant, on ne sait pas encore l'impact de tout un tas d'additifs alimentaires sur notre santé, des consommations de produits bio, les pesticides qui sont contenus dans nos aliments, l'impact de différents régimes alimentaires, notamment le jeûne qui est très à la mode c'est parti d'ailleurs de patients atteints de cancer, donc qui jeûnent pendant la chimio, etc. Donc l'usage aussi de compléments alimentaires, est-ce qu'il faut tous devenir végétariens? Donc il y a plein de questions qui se posent encore et pour lesquelles on a besoin de recherche. Donc c'est vraiment ce que l'on fait nous au niveau de l'équipe de recherche en épidémie nutritionnelle, l'évaluation de ces comportements, ces facteurs liés à la nutrition en lien avec la santé et notamment le risque de cancer, les mécanismes impliqués, les déterminants de ces comportements alimentaires, et tout ça, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir orienter efficacement les politiques nutritionnelles de santé publique. Et donc, on a mis en place pour cela l'étude Nutrinet Santé dès 2009, qui était la première web cohorte au niveau international de cette taille, sur ces relations nutrition-santé. Elle réunit aujourd'hui plus de 171 000 participants et on évalue finalement de manière très fine, c'est vraiment sa caractéristique, très détaillée, les comportements alimentaires des participants avec des enregistrements alimentaires répétés. On a aussi donc évidemment des données sur l'activité physique, sur plein d'autres facteurs liés à la nutrition ou pas, liés au mode de vie de manière générale. On a une biobanque avec sang et urine et puis bientôt des selles. Donc là, sang et urine pour 20 000 participants et les selles, on va les avoir pour au moins 6 000 personnes. Et puis, on suit évidemment dans le temps, c'est une cohorte prospective, on suit dans le temps l'apparition des cancers et autres événements de santé qu'on valide versus compte rendus médicaux, chaînage avec les bases médico-administratives, etc. Et donc là, déjà plusieurs milliers de cas incidents au fil des 13 ans de suivi jusqu'à aujourd'hui.
Donc ça, c'est l'interface, voilà, le site Internet avec les exemples de questionnaires alimentaires qui sont remplis par les participants. Et une interface vraiment qui permet d'aller finement, puisqu'on recueille aussi tout ce qui est non-marques commerciaux des aliments consommés. Et donc ça nous permet d'aller jusqu'à la composition en additifs des produits et qui nous sert vraiment maintenant dans le programme de recherche qu'on est en train de développer et qui sont des données uniques finalement au niveau international, puisque dans les autres études de cohorte, etc., on n'a pas ce niveau de finesse au niveau des consommations, des marques précises, etc. Donc, pour les additifs, par exemple, ça change tout, hein, si on a ou pas la marque, puisque vous voyez ici, même pour un cassoulet en boîte, ce n'est pas du tout la même composition. Alors ça nous a permis notamment de publier des résultats sur l'alimentation dite ultra transformée. Vous avez peut-être entendu parler de la classification NOVA, qui classe les aliments selon leur degré de transformation. Ça sert à rien de venir. Ce n'est pas un appel. Excusez-moi, j'ai coupé. Et donc, qui classe selon le niveau de transformation. Et donc, notamment, on s'est intéressé à cette catégorie des aliments dits ultra transformés, qui sont des aliments qui ont subi d'importants procédés de transformation, à la fois procédés chimiques, physiques, etc., donc hydrolyse, extrusion, pré-traitement par friture, etc., et ou qui contiennent des substances comme des additifs alimentaires, notamment cosmétiques, hein, qui ne sont là que pour rendre le produit plus agréable au goût, à l'odeur, à la texture, etc., ou bien d'autres substances comme des huiles hydrogénées, maltodextrine, etc., etc. Donc, on n'a pas en général dans nos cuisines. Vous voyez ici l'exemple entre la banane, qui est l'aliment pas transformé, et le stick pour enfants à la banane avec le goût, l'odeur, la forme, etc., mais 0 g de banane à l'intérieur. Donc là, on est sur la version ultra transformée. Donc, on est en France à une consommation, on va dire moyenne, hein, par rapport au panorama international. On a à peu près 30%, 31% de notre apport énergétique par ces aliments dits ultra transformés. La palme, comme souvent, on va aux États-Unis, hein, dans cette consommation. Et puis, on est moindre là sur les pays d'Amérique latine, par exemple. Et donc, on a mis en évidence dans l'étude Nutrinet, une relation entre la part d'aliments ultra transformés dans le régime et un risque accru de cancer. Donc, en l'occurrence, ici, pour 10 points d'augmentation dans la proportion d'aliments ultra transformés dans le régime alimentaire, on avait une augmentation de 10% environ des risques de développer un cancer au global, et notamment, c'était significatif pour ce qui était cancer du sein. Et donc, on a montré aussi également des liens avec d'autres pathologies comme cancer, mortalité, puis diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, etc. Et donc, ça a permis déjà de faire bouger les recommandations, déjà de faire bouger les choses dans la prise de conscience et notamment des politiques sur l'impact de cette alimentation industrielle potentiellement sur la santé, donc avec une commission d'enquête parlementaire qui a été mise en place là-dessus. Et puis, une introduction officielle dans les recommandations là, du PNNS de limiter, si possible, la consommation d'aliments ultra transformés. Alors, qu'est-ce qui joue là-dedans? Puisque là, on est dans un groupe très, très vaste d'aliments. Donc, on voit, et donc les études se multiplient au niveau international là-dessus. Il y en a encore, c'est la seule pour l'instant étude prospective publiée sur cancer. Il y en a d'autres qui sont en cours. On espère qu'ils vont sortir prochainement. Mais il y a plein d'études qui commencent à montrer les liens entre aliments ultra transformés et des autres pathologies, prise de poids, etc. Et donc, par principe de précaution, c'est déjà important d'informer les consommateurs, de limiter cette consommation. Mais nous, d'un point de vue recherche, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui est en jeu, si on veut pouvoir agir au niveau de la réglementation, au niveau des recommandations. Par exemple, quels sont les additifs potentiels qui posent problème ou les cocktails d'additifs qui posent problème? Quels sont les contaminants liés au procédé qui posent problème? Des contaminants néoformés au cours de ces procédés de transformation, l'acrylamide, acroléine, furane, etc., etc. Est-ce que ce sont aussi des matériaux au contact de les barquettes plastiques, quand on fait chauffer au micro-ondes, etc., des plats tout prêts? Est-ce que ça aussi, ça contribue à ces effets potentiellement de perturbations endocriniennes ou autres qui peuvent aussi conduire à des cancers ou d'autres maladies? Donc, tout ça, c'est vraiment l'objet de notre programme de recherche là, actuellement à l'IREN. Donc notamment avec une grande ERC et puis un soutien aussi de l'INCA, et qu'on conduit avec d'autres partenaires, donc les collègues de l'IARC, on essaye d'approcher ça aussi avec l'étude EPIC, et puis des collègues aussi au niveau expérimental pour vraiment tester par exemple l'impact de cocktails d'additifs qui sont les plus fréquemment consommés, qu'on a mis en évidence dans Nutrinet, les tester au niveau expérimental pour obtenir des informations sur les mécanismes et du coup réunir des arguments en faveur de la causalité.
On a également donc, tout un ensemble de travaux donc, pilotés par ma collègue Emmanuelle Kess dans l'équipe et Julia Baudry également sur tout ce qui est aliments bio et risque de cancer, donc dans une relation inverse ici avec un article qu'on avait publié qui montrait une diminution de 25% de risque de cancer qui était associé à une consommation régulière d'aliments bio. Donc, différents cancers et notamment cancer du sein, cancer lymphome non-Hodgkinien, etc. Et une poursuite de ces travaux maintenant donc sur aliments bio. Une des principales voies mécanistiques, c'est celle des pesticides moindres dans ces aliments bio. Et donc, on a quantifié dans l'étude Nutrinet Santé les expositions à différents types de pesticides, avec aussi une validation dans un sous-échantillon versus des mesures urinaires de pesticides. Et là, ça nous a aussi permis de montrer des liens entre certaines composantes de pesticides, certains mélanges de pesticides et un risque accru de cancer du sein post-ménopause dans la cohorte Nutrinet Santé. On a aussi... Oui, pardon. Et du coup, voilà, on a aussi d'autres travaux, par exemple sur le sucre ici, où on connaît l'impact délétère de tout ce qui est boisson sucrée sur le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires, sur évidemment les caries dentaires ou autres. Par contre, sur cancer, ça fait partie des choses qui ne sont pas encore connues, vraiment prouvées, avérées. Et donc, on a publié une série de travaux montrant dans Nutrinet Santé des liens entre boissons sucrées et augmentation de risque de cancer. Et sucre alimentaire cette fois-ci et augmentation de risque de cancer, et notamment avec les sucres ajoutés dans les aliments transformés. Et puis, pareil, aussi des relations entre un régime alimentaire avec une part plus importante d'aliments à index glycémique plus élevé et augmentation de risque de cancer, etc. Donc, on a tout un volet aussi sur cette exposition-là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on s'intéresse aussi de manière plus globale à la durabilité de notre régime alimentaire et à l'impact non seulement sur notre santé, mais aussi sur la planète. Et donc, on a ici, par exemple, construit un indice de durabilité d'alimentation qui prend en compte la qualité nutritionnelle de l'alimentation, mais aussi son impact environnemental, son accessibilité économique et son admission, on va dire, socio-culturelle. Et on a montré que les personnes qui adhéraient mieux à cet indice de durabilité avaient moins de risques de différentes maladies chroniques et notamment de cancer ici. Voilà, donc j'approche la conclusion. Du coup, finalement, dans ce qu'on peut donner comme conseil aux citoyens là, sur les recommandations, l'idée, c'est d'essayer de prendre les aliments qui ont le meilleur Nutri-Score, puisque là, on sait que d'un point de vue graisse saturée, sucre, etc., fibres, teneur en fruits et légumes, etc., on a les aliments de meilleure qualité. On aimerait faire évoluer le Nutri-Score. Alors, on est incapable, là, à l'heure actuelle, de pouvoir faire une même note qui prend en compte tout d'un coup dans une même note globale, tout simplement parce que ce sont des dimensions différentes de l'alimentation, ces aspects nutritionnels, ces aspects liés à la transformation des aliments et des aspects liés à la contamination, pesticides notamment. Et donc, on a le logo Agriculture Bio pour suivre la recommandation Santé publique France de favoriser les produits bio, notamment pour les aliments végétaux. On a le Nutri-Score sur l'aspect nutritionnel et on aimerait par exemple travailler et réfléchir à une indication, ça peut être ce cadre noir par exemple, mais ça pourrait être autre chose pour indiquer si l'aliment est ou non ultra transformé, ce qui permettrait de donner l'indication sur cette troisième dimension complémentaire de l'alimentation. En attendant que le logo le Nutri-Score soit obligatoire et puis pour avoir aussi des infos sur la composition en additifs des produits, sur l'impact environnemental du produit, etc., il existe l'application Open Food Facts, qui est une application totalement gratuite, à but non lucratif et puis soutenue notamment par Santé publique France, qui permet, en scannant les aliments, d'avoir accès à toutes ces informations. Donc, c'est vraiment et ce sont également des partenaires de recherche formidables qui ouvrent complètement les bases de données pour la recherche publique, évidemment pour les citoyens, c'est leur objectif premier, mais qui sont très utiles là aussi dans les travaux qu'on peut mener là au niveau études épidémiologiques. Alors, juste un mot pour vous dire que ça existe, pour ceux qui sont intéressés puissent aller voir. On a donc moins de preuves et de connaissances, mais quand même, il commence à y avoir de la littérature pas mal sur nutrition pendant et après cancer, pour la prévention, notamment des risques de récidive ou de second cancer, ou même sur l'outcome d'un cancer en cours. Et donc, on a aussi ici conduit une expertise collective avec le réseau NACRE et l'INCa, c'est une expertise coordonnée par l'INCa,
Et donc, vous pouvez trouver sur le site de l'INCa le rapport de cette expertise avec, là aussi, une matrice double entrée. Alors, ce n'est pas exactement la même structuration, mais vous voyez ici les différents facteurs nutritionnels et puis les localisations de cancer ici, avec différents niveaux de preuve et le type de littérature, d'outcome qui était étudié, donc entre mortalité globale, spécifique, risque de récidive, de second cancer primitif, etc. Donc, voilà l'état des lieux actuel. Alors là, ce rapport est très récent de ce qu'on sait sur la prévention nutritionnelle plutôt du coup tertiaire des cancers. Voilà, n'hésitez pas évidemment à consulter les sites aussi de manière très générale, tout ce qui est alcool infoservice ou mangerbouger.fr, où les conseiller à vos patients pour les cliniciens, médecins diététiciens, etc. Donc ça, c'est évidemment des sites de référence plutôt que d'aller chercher l'info un peu n'importe où sur Internet. Et le site du réseau NACRE qui est vraiment fait pour le grand public et aussi pour les professionnels, avec tout un tas de documents gratuits, téléchargeables, mais aussi vous pouvez commander des leaflets, des flyers, des documents gratuitement sur les facteurs de risque, la prévention des cancers pour mettre dans les salles d'attente ou dans vos colloques, etc. Donc, c'est vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, si ça vous dit, vous inscrire à Nutrinet Santé pour rejoindre les rangs des nutrinotes et faire progresser la recherche publique en nutrition cancer et nutrition santé de manière plus générale. Voilà, j'ai terminé et je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous avez tous du temps un petit peu pour rester, pour écouter les questions et y répondre. Si ça devait entraîner des réponses trop longues, peut-être que vous pouvez les envoyer à notre secrétaire, à Sophie Charvet, de façon à ce qu'elle les répercute sur Mathilde Touvier pour avoir des réponses plus longues si vous le souhaitez. Hein. Vous n'accepterez de répondre, j'imagine. Alors, première question, concernant le surpoids, l'IMC ne paraît-il pas de plus en plus inadapté pour évaluer l'état nutritionnel d'un patient? Existe-t-il des indicateurs en cours de développement utilisables en routine pour évaluer masse grasse et masse musculaire? Alors, là, on rentre vraiment sur l'aspect nutrition et voire dénutrition et sarcopénie, etc. chez le patient, donc qui n'est pas moi ma spécialité. Donc, je pense qu'il faut plutôt poser la question à des cliniciens. J'imagine que vous en avez là dans votre réseau ou via le réseau NACRE aussi. On a plusieurs cliniciens qui sont spécialistes de ces questions. Mais évidemment, le BMI, mais même en population générale, c'est sûr que c'est un indicateur qui est très moyen. Global, on peut avoir un BMI équivalent avec une répartition masse grasse, maigre, etc., très différente, et que ce qui est souvent plus pertinent, c'est l'adiposité abdominale ou des marqueurs de composition corporelle beaucoup plus fins que le BMI. Après, le truc, c'est que là, on est au niveau aussi de ce qu'on communique aux gens. Et donc, l'idée, ce n'est pas tout ce qui s'équipe avec une balance super performante qui donne le pourcentage de masse grasse, etc. Donc, nous, on parle aux personnes en prévention primaire du BMI comme indicateur un peu global. Mais évidemment, vous, au niveau clinique, c'est plus pertinent d'avoir des indicateurs plus fins, ça, c'est certain. Merci. Donc, c'est une interne de santé publique. Donc, éventuellement, elle pourra contacter quelqu'un pour lui répondre, mais vous n'êtes pas directement impliqué dans ce genre de choses. Deuxième question, qu'en est-il du dioxyde de titane? Alors, donc, le dioxyde de titane, effectivement, c'est le TiO2 qui est utilisé comme additif, qui a été jusqu'à récemment utilisé en France comme additif, donc notamment comme agent blanchissant ou comme texturant, donc tout ce qui était pellicule dans les chewing-gums ou les bonbons pelliculés comme ça. Donc, il y a eu des travaux qui ont, il y a quelques années maintenant, au niveau de l'INRAE à Toxalim à Toulouse, qui ont montré au niveau expérimental chez le rat des effets promoteurs de la carcinogénèse colorectale et qui ont du coup tiré une sonnette d'alarme par rapport à cet additif, qui ont conduit finalement, avec d'autres travaux du coup qui ont été mis aussi en place au niveau expérimental, tout ça, donc pas chez l'homme, vraiment au niveau plutôt expé, qui ont conduit à la suspension de l'utilisation de cet additif en France. Et du coup, depuis, à la réévaluation par l'EFSA de cet additif qui a conclu aujourd'hui que ce n'est plus un additif sûr pour la consommation humaine. Donc, on est probablement, et on espère, là, en train de bouger vers une interdiction officielle européenne, on espère, de ce dioxyde de titane et pas seulement une suspension temporaire, puisque là, typiquement,
Ça fait partie de ce que j'ai énoncé au début, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre d'avoir 10 ans d'essais contrôlés randomisés là-dessus pour voir si vraiment ça crée des problèmes, sachant que c'est un additif qui n'a aucun intérêt pour la santé humaine. Ce n'est pas un additif qui va protéger d'un point de vue microbiologique, etc. Donc, autant le supprimer si on a une forte suspicion comme ça d'effet délétère. Alors, vaste question. Quels sont les bénéfices avérés des aliments bio? Moi, je renverrai à votre article du JAMA Internal Medicine, à Julie Pannequin, qui fait partie de la société, qui est un des piliers de notre conseil scientifique. Je pense que si elle ne connaît pas votre article, il faut qu'elle le lise très vite. Elle aura tout ce qu'il faut savoir. Oui, tout à fait. Donc voilà, l'article que je montrais tout à l'heure, donc sur consommation de bio et moindre risque de cancer. Donc c'est ce qu'on a montré dans Nutrinet. Sur les pesticides aussi, donc les résultats sont publiés là. Donc c'est pas encore de manière totalement avérée, mais suffisamment fort quand même avec les différentes études au niveau international pour que ce soit une recommandation officielle de principe de précaution de Santé publique France. Donc, on est quand même là en termes de niveau de preuve. Si vous êtes intéressé aussi, on a tout un projet donc, qui a été fait au sein de Nutrinet qui s'appelle BioNutrinet et une synthèse est disponible et publiée en anglais de tous ces travaux autour de BioNutrinet et on est en train d'en faire une synthèse en français aussi pour les cahiers de nutrition diététique. D'accord. Voyons, je passe à la question suivante. L'absence de pesticides, dont certains sont soupçonnés ou avérés cancérigènes. Alors, la question n'est pas une question. Disons que les pesticides qui sont connus comme cancérogènes ont été éliminés il y a déjà, dans la décennie 1990-2000, et même début des années 2000, un certain nombre de pesticides cancérogènes ont été bannis de l'utilisation. Mais il en reste certainement parce que tous ne sont pas connus. Je pense que c'est ça le sens de la question de… Oui, c'est notre éternelle question / problème. Effectivement, on nous dit souvent, mais c'est pareil sur les additifs, sur les pesticides, de toute façon, si c'est autorisé, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors, il ne faut pas dénigrer et dire qu'on fait n'importe quoi au niveau santé publique. Il y a effectivement une évaluation pour les additifs par l'EFSA ou voilà, pour d'autres instances au niveau européen des différentes substances. Donc, c'est vrai qu'elles sont évaluées. Mais ces instances font un travail très important pour synthétiser toute la littérature scientifique disponible, sauf que dans plein de cas, il y a seulement de la littérature, par exemple au niveau animal, expérimental, ce qui est déjà très intéressant, mais il n'y a pas d'études chez l'homme sur l'impact à long terme. Donc, en fait, ils ne peuvent pas synthétiser ce qui n'existe pas encore. Et c'est pour ça que l'exemple de dioxyde de titane le montre à l'instant. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de preuves comme quoi c'était dangereux, donc c'était autorisé. Et en fait, la recherche a avancé, il y a de nouvelles preuves qui se sont accumulées et c'est devenu dangereux et interdit. Donc oui, il y a des pesticides qui ont d'ores et déjà été interdits. Il y en a d'autres qui sont totalement encore autorisées et aux doses telles qu'elles sont là actuellement sur le marché et pour lesquelles, là par exemple, dans Nutrinet, on montre des liens, association avec le risque de cancer, là notamment chez les femmes en surpoids, avec ce mélange-là. Donc là, en l'occurrence, il y avait chlorpyrifos, imazalil, etc. Donc un ensemble de pesticides pour lesquels ce mélange-là était associé à une augmentation de risque, avec, encore une fois, très peu de données au niveau international qui ont cette finesse, donc cette capacité à montrer ça. Mais on espère qu'il y en aura d'autres chez les collègues là, au niveau international dans les années à venir, qu'on puisse avancer et du coup faire potentiellement interdire certaines substances qui s'avéreraient dangereuses. Merci. Est-ce que la sédentarité, qui a drastiquement augmenté ces 2 dernières années, aura un impact notable sur la fréquence du cancer, sur l'incidence, j'imagine? Oui. Oui, tout à fait. Clairement, la sédentarité alors, on a l'impression que sédentarité, c'est juste ne pas faire d'activité physique, mais c'est 2 dimensions différentes. On peut être, par exemple, considéré comme très physiquement actif, donc faire 3 heures de sport intensif par jour, là, on sera catégorisé dans les physiquement actifs. Et le reste des 24 heures, le passer allongé ou assis devant son ordi, on sera considéré aussi comme pas mal sédentaire. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, l'idée, c'est effectivement d'essayer de mettre le plus possible d'activité physique dans son quotidien et aussi de limiter la sédentarité qui est vraiment reconnue comme facteur de risque de cancer et de surpoids, obésité, etc. Donc d'autres pathologies cardio évidemment aussi. Est-ce que le Nutri-Score est optimal selon vous?
Alors, le Nutri-Score, il prend vraiment en compte la qualité nutritionnelle de l'alimentation et en ça, il intègre vraiment les notions, les facteurs les plus forts pour lesquels on a les niveaux de preuve les plus forts. Donc déjà, le prendre en compte permet en un coup d'œil d'avoir cette info-là. Il est optimal dans sa prise en compte, on va dire, de la nutrition avec les infos obligatoires sur l'étiquetage, parce qu'il ne s'agirait pas de le compléter avec 50 000 autres composés de polyphénols très précis, etc. Si tous les industriels ne sont pas capables, même les PME ou les artisans ne sont pas capables d'avoir l'information. Donc, il prend en compte les infos les plus importantes avec les niveaux de preuve les plus forts sur l'aspect nutritionnel. Dans sa forme, il est optimal. En tout cas, il est très efficace puisqu'on a montré dans différentes catégories de population qui permettaient vraiment d'avoir cette notion d'être bien compris et mieux compris que d'autres logos. Après, l'idée, c'est qu'il soit complémenté, c'était un petit peu ce que je vous montrais ici, par les autres dimensions qui ne sont pas la dimension nutritionnelle et qui, du coup, il vient en complément du logo bio sur l'aspect pesticide, qui est une autre dimension, et de la notion ultra transformée ou pas, mais qui est vraiment une autre dimension complémentaire qu'on n'agrège pas comme ça dans une seule note. Voilà. Ouais. Alors, quid de l'application Yuka? Je ne connais pas, moi. Alors moi, je vous remets Open Food Facts du coup. Alors Yuka. Yuka, c'est l'application la plus connue actuellement en France de scan des aliments, etc. Donc, c'est une application qui a été très utile, qui est très utile pour avoir fait évoluer les mentalités, parce que comme elle a été justement très connue, répandue, etc., l'avantage, c'est qu'elle a permis aux citoyens de prendre conscience que oui, on peut avoir un regard critique sur notre alimentation. On peut avoir du pouvoir aussi parce qu'en scannant, en regardant et finalement en boycottant, en orientant nos consommations, on va inciter les industriels à changer les comportements, à améliorer l'offre alimentaire. Donc tout ça, c'est très bien et ça va vraiment dans le bon sens. Le petit bémol par rapport à Yuka, Yuka, c'est une entreprise, donc il y a un but lucratif derrière, mais ça va quand même dans le très bon sens santé publique, mais il y a une agrégation, il y a une note globale qui est calculée avec le Nutri-Score parfois remanié, ce qui n'est pas forcément déjà recommandé puisque c'est un logo officiel avec un algorithme officiel publié, donc il ne faut pas moduler ça. Et ça module dans une même note l'aspect additif, etc., l'aspect pesticide, chose qu'on n'est pas capable de faire encore une fois à l'heure actuelle aujourd'hui. On n'a pas du tout la possibilité de savoir, de pondérer quelle est la part entre le gras, le sucre, le sel, etc., super élevé en niveau de preuve, quelle est la part des différentes voies, des différents mécanismes. Est-ce que finalement les additifs qui sont pointés, ils sont vraiment dangereux pour la santé? Pour l'instant, on n'avait pas les études chez l'homme pour pouvoir dire ça. Donc voilà, en fait, le bémol que je dirais par rapport à Yuka, c'est que ça outrepasse finalement le niveau de preuve scientifique qu'on est capable de dire à l'heure actuelle. Ça va évidemment dans le bon sens et c'est super d'avoir ce regard critique et cet esprit critique, mais voilà, les autorités de santé recommandent plutôt Open Food Facts, qui est plus objectif par rapport au niveau de preuve actuel qu'on a scientifique et qui est plus factuel finalement. Que pensez-vous des normes de vitamine D des laboratoires? En prenant à la lettre tout le monde, je généralise volontairement, serait carencé. Est-il légitime, selon vous, de supplémenter si fréquemment les patients? Alors, sur la vitamine D, alors, je ne sais pas si c'est les normes des laboratoires, mais en tout cas, la norme, effectivement, déjà… Du coup, voilà, il y a même un débat entre l'Endocrine Society, l'Institute of Medicine, etc., sur qu'est-ce qui doit être considéré comme le niveau, le statut plasmatique optimal en 25-hydroxyvitamine D. Mais bon, effectivement, la proportion de personnes en dessous de 20 nanogrammes par millilitre ou voire 30 nanogrammes par millilitre est vraiment très importante en France. Je ne sais pas si c'est les labos qui poussent à ça ou etc., mais en tout cas les scientifiques qui s'accordent sur ces taux-là voilà, donnent ces chiffres-là et les dosages qui ont été faits dans un échantillon représentatif de la population française, notamment Esteban, montrent effectivement qu'il y a pas mal de personnes, beaucoup de personnes qui sont en deçà, ce qui n'est pas forcément aberrant dans la mesure où on est quand même à des latitudes relativement au nord et donc avec toute une période de l'année entre, on va dire, octobre et mars où on ne synthétise pas de vitamine D, même si on va au ski et qu'on se met au soleil.
Et donc, du coup, finalement, sûrement une synthèse en vitamine D qui n'est pas optimale d'un point de vue rayonnement solaire, avec en plus derrière le fait qu'il ne faut pas trop s'exposer parce que cancer de la peau, donc ce n'est pas évident. Et des sources alimentaires qui ne sont pas extrêmement riches en vitamine D en France. Il y a évidemment les poissons gras, il y a certaines huiles, certains produits laitiers enrichis, mais ça reste des sources relativement limitées. Donc, c'est vraiment le seul nutriment pour lequel on se pose la question, effectivement, en population générale, d'un bénéfice de la supplémentation un peu plus que voilà, vitamine C, B9, etc. Il suffit, entre guillemets, de manger équilibré, de manger un peu de fruits et légumes. On atteint sans problème, on couvre sans problème les besoins. Sur la vitamine D, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est compliqué. Et moi, ce dont j'ai souvenir de mes études de médecine qui sont bien loin, c'est que le surdosage, nous disaient les pédiatres, est plus grave que le sous-dosage. Oui, voilà, comme toute vitamine, entre guillemets, là, pour la vitamine D, mais liposoluble, c'est vrai que voilà, ça va se stocker dans les graisses, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on élimine dans l'urine. Donc, oui, comme tout, il y a vraiment un range optimal avec des effets adverses quand on est dans le trop bas ou quand on est dans le trop élevé. Donc, c'est sûr que supplémenter à tort ou voilà, trop de vitamine D, ce n'est pas non plus bon. Donc, prudence, évidemment, on ne recommande pas l'automédication vitamine D. On recommande un avis médical avant toute chose là-dessus. Bien sûr. Laurent Quérault, comment utiliser le Nutri-Score quand on fait ses courses? Alors, on espère qu'il soit de plus en plus généralisé sur les packaging. Et notre idéal, ce serait de l'avoir in fine, comme je vous montrais tout à l'heure là sur le rayon, où vous arriveriez dans le rayon des céréales petit déjeuner, si vraiment vous voulez manger ça au lieu de prendre du pain complet, mais d'arriver dans le rayon et puis d'avoir l'ensemble des Nutri-Score. Et normalement, voilà, c'est très intuitif. On voit tout de suite quand on a envie de prendre soin de sa santé et de regarder quel est le meilleur. On voit tout de suite ceux qui sont plutôt vers le A ou B et on essaye de favoriser ceux-là. Alors, ça me permet quand même une remarque, c'est que il est hors de question de supprimer de notre alimentation les aliments mal notés au Nutri-Score. Comme d'habitude, quand on parle de nutrition et de santé, tout est dans la modération et l'équilibre. On a le droit de manger des biscuits, du chocolat de temps en temps, de manger des charcuteries, des fromages qui vont être très gras, très salés de temps en temps. Tout ça fait partie de l'alimentation, du plaisir alimentaire et apporte pour certains, comme les fromages par exemple, des nutriments intéressants. Mais par contre, l'idée, c'est pas 10 kilos au petit déjeuner, au dîner et en collation. C'est une histoire de modération dans la fréquence et dans la portion. Pour répondre à Laurent, vous pouvez télécharger, comme vous le disiez, l'application Open Food Facts sur le téléphone. Enfin, là, je viens de le faire. C'est vrai qu'on scanne, il suffit de scanner le code barre. Le code barre et on a la. J'avais accusé Laurent Alexandre de ne pas faire ses courses lui-même, puisqu'il disait qu'on ne savait pas ce qu'on mangeait, bio ou pas. Ce qui est une ânerie, on sait très bien ce qu'on mange. C'était une parenthèse. Une autre question, avez-vous des données concernant le jeûne intermittent? Oui, ça, c'est un problème sur lequel j'ai pas mal lu. Allez-y. Oui, alors on en a, mais pas assez pour pouvoir conclure quoi que ce soit en matière de bénéfices sur la protection des cancers, que ce soit en prévention primaire ou même pendant les traitements, etc. Et donc là-dessus, il y a un rapport d'expertise du réseau NACRE que vous pouvez trouver là aussi en libre accès sur le site du réseau NACRE et où on a fait la synthèse la plus exhaustive possible de la littérature, à la fois épidémio, mais aussi expérimentale, sciences humaines et sociales, etc., sur tout ce qui est jeûne total, jeûne intermittent, jeûne régime cétogène, etc. et qui montre qu'il y a eu des travaux, notamment au niveau expérimental, les travaux de Walter Longo qui ont donné pas mal d'espoir, notamment chez les patients de cancer, en montrant que, mais c'était au niveau expérimental animal, que les souris ou les rats, je ne sais plus, en situation de jeûne répondaient mieux à la chimio parce qu'en gros, les cellules cancéreuses étaient affamées et du coup, ça favorisait les résultats. Ça, on n'a pas réussi à le reproduire au niveau chez l'homme et encore moins là en prévention primaire, jeûne et risque de cancer. Il n'y a clairement pas là à l'heure actuelle de données qui permettent de dire c'est un facteur protecteur, allez-y les yeux fermés. Exactement. Ensuite, qui définit le Nutri-Score du produit? L'entreprise? Est-ce que c'est l'entreprise qui le produit et sur quels critères? Y a-t-il un contrôle de la définition du score a posteriori? Alors,
du coup, la définition du score, non, il y a zéro, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un score avec un algorithme qui est calculé en prenant en compte ces facteurs-là et l'algorithme de calcul avec la pondération des différents points, etc., est publié. Il y a même un tableur Excel en ligne sur le site de Santé publique France où l'industriel ou le citoyen d'ailleurs peut mettre la valeur en sucre, en énergie, en gras, etc. du produit. Et ça calcule le Nutri-Score. Ça, il n'y a aucune discussion là-dessus. Justement, l'idée, c'était la transparence et que donc n'importe quel industriel puisse calculer Nutri-Score pour la poser sur ses produits, mais que ça puisse être vérifié par n'importe qui, n'importe quel consommateur, concurrent ou Santé publique France, etc., puisque c'est vraiment très simple et très factuel sur les données de l'étiquetage. Donc, c'était vraiment ça aussi l'idée, c'était de ne pas faire un score avec plein de choses à doser où on serait obligé de faire confiance aux industriels et puis que seulement les gros auraient le moyen de payer des analyses, des dosages supplémentaires, etc. C'est algorithme publié et données présentes sur l'étiquetage. Oui. Donc, c'est tout à fait fiable et il n'y a pas de mensonge possible. Non, il n'y a pas de mensonge possible là-dessus. Voilà. Après, nous, ce qu'on dénonce, c'est la stratégie de certains industriels pour essayer de gagner des points de Nutri-Score qui vont, par exemple, rajouter, sans baisser le gras, le sucre, etc., ils vont rajouter des fibres artificielles ou ils vont faire des choses ou des édulcorants. Donc là, évidemment, avec Santé publique France, on s'attache, les ministères de la Santé et tout, à dénoncer ce type de pratique puisqu'il ne s'agit pas de remplacer certaines choses artificiellement pour gagner en note de Nutri-Score. Donc, ça fait partie des vigilances qu'on a. Bien sûr. Alors, une autre question, comment peut-on utiliser ce score pendant les courses? Ça, vous y avez déjà répondu, il y a eu la même question. Curcuma égale aliment anti-cancer? Point d'interrogation. Pas de manière prouvée du tout, c'est-à-dire que ça fait vraiment partie d'un des exemples chefs de file des aliments miracles ou des nutriments miracles qu'on va trouver sur certains sites ou certains livres. Alors, il y a des propriétés antioxydantes du coup, qui semblent encourageantes là aussi au niveau expérimental, etc. Mais clairement, il n'y a aucune étude épidémiologique, ou en tout cas, clairement pas avec un niveau de preuve important, qui relie curcuma et incidence de cancer, ou au contraire, du coup, diminution de risque de cancer. Donc, on n'en est pas du tout à recommander la consommation de curcuma, et c'est clairement pas à mettre dans la catégorie aliments à favoriser. Et aussi, c'est toujours séduisant d'un point de vue plus sociologique pour les personnes de chercher pour les citoyens de chercher des épices ou des molécules ou des machins un peu miracles. Et ça nous dédouane, entre guillemets, d'avoir à nous attaquer aux vrais problèmes qui sont essayer d'introduire un peu de fruits, de légumes, de fibres, etc. dans notre alimentation. Et c'est vraiment vers ça qu'il faut se tourner et pas vers les produits ou substances miracles. Oui. Un commentaire et une question. Les utilisateurs de produits bio consomment souvent beaucoup moins de produits transformés et de viande. Comment déduire l'effet du bio? Oui, c'est une très bonne question qui fait appel de manière générale à nos challenges en épidémiologie nutritionnelle. Évidemment, donc là, vous citez ces exemples-là. C'est la même chose sur l'activité physique, sur le tabac. On a souvent des profils un peu globaux de comportement dont certains vont aller un peu tous dans le même sens. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ça va dans des sens opposés. Mais quand ça va dans le même sens, on peut se dire, mais comment est-ce qu'on isole finalement l'effet de l'exposition nutritionnelle qui nous intéresse? Donc ça, c'est tout le challenge de nos études et donc qui fait qu'en fait, on mesure l'ensemble de ces facteurs. Donc, quand on s'intéresse à bio et cancer, on mesure les apports aussi en gras, en sucre, etc. des participants, on mesure leur tabagisme, on mesure l'activité physique, on mesure la consommation d'ultra-transformés, etc. Et on prend en compte ces facteurs-là dans les modèles. En l'occurrence, on ajuste ces modèles-là ou bien on va stratifier les modèles. Par exemple, sur le bio, on peut se dire, ah bah oui, mais de manière globale, ils mangent plus de fruits et légumes, ils atteignent mieux les recommandations, donc c'est ça qui joue et ce n'est pas le fait que ce soit bio. Donc, on a regardé, par exemple, si l'association entre bio et cancer était la même chez les gens qui mangeaient bien globalement, plein de fruits et légumes, etc., ou chez ceux qui mangeaient moins bien, qui avaient moins bonne atteinte des recommandations. Et on voit que l'association joue dans les deux strates. Donc, vraisemblablement, ce n'est pas ce tiers facteur qui joue, c'est bien plutôt le bio. Alors, ça s'appelle la chasse au biais et vous l'avez très bien faite dans cet article. Voilà, c'est toujours pas du 100%, mais on est très honnête. Et c'est pour ça qu'une seule étude d'observation ne suffit pas.
et qu'il en faut plusieurs dans des populations différentes, etc. Et aussi la plausibilité de nos collègues au niveau expérimental qui jouent. Mais par contre, en tout cas, on essaye au maximum d'éliminer ces biais et voilà, de réunir ces arguments en faveur de la causalité. Pour les cancers viraux induits, le facteur alimentaire est évoqué par la consommation des ali-conserves de façon artisanale, en particulier dans le cas du cancer du cavum. Et ça, je l'ignorais totalement. Est-ce que c'est quelque chose d'avéré? Alors, moi, j'avoue que ne pas savoir répondre à cette question-là et du coup, ne pas non plus connaître précisément la part dans ces cancers qui sont vraiment très directement liés à une infection, etc., la part de ces facteurs nutritionnels versus le risque infectieux. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. C'est Epstein-Barr et c'est compliqué. Mais bon, je pense qu'en faisant un petit saut avec PubMed, on aurait quelques éléments de réponse. Les laboratoires cosmétiques argumentent notamment en disant que l'application Yucca ne fait pas la différence entre produits déposés sur la peau et ingérés, et que cette application n'est donc pas fiable. Alors, je pense qu'il faut différencier complètement là, on parle vraiment de l'alimentation, hein, donc le déposer sur la peau, on n'est plus justement dans le domaine On n'est plus dans du l'alimentaire. cosmétique, donc on n'est plus dans l'alimentaire. Après, il y a sûrement des choses qui jouent également aussi, mais alors avec des voies mécanistiques complètement différentes et voilà, on sort du domaine alimentation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais c'est autre chose. Et on va terminer dans la minute qui nous reste. Peut-on faire confiance à tous les aliments labellisés bio? Alors, le bio, il y a un cahier des charges qui est très strict, hein, donc il y a quand même effectivement un certain nombre de garde-fous qui sont établis, qui sont mis en place avec des industriels qui essayent de jouer le jeu pour améliorer à la fois réduire complètement l'exposition aux pesticides des consommateurs et l'impact sur la planète. Donc oui, après, je veux dire, comme tout n'est peut-être pas parfait, mais c'est très clairement un label fiable et sérieux. Et la recommandation de Santé publique France et des autorités de santé de manière générale de consommer plus, dès qu'on le peut, des produits bio, c'est une réalité et c'est certainement quelque chose à favoriser pour la santé de l'homme et la santé de la planète. Mais croire que c'est la perfection en même temps, qu'ils n'ont pas du tout de pesticides, c'est impossible à affirmer. Il y a des analyses qui avaient été faites. C'est sûr, et puis il peut y avoir des contaminations d'une parcelle à l'autre, etc. C'est toujours vrai, mais par contre, il y a quand même une moindre teneur en pesticides évidente dans les aliments bio par rapport au reste, de manière générale. Nous, dans Nutrinet, on le voyait de manière très nette. Hein, on avait deux groupes d'individus qu'on avait matchés, donc appariés selon leur régime alimentaire, donc à peu près la même conso de fruits et légumes, etc. Mais certains, du coup, sous forme bio, donc fort consommateurs de bio, et d'autres qui n'en consommaient pas ou très peu, et on voyait que dans leurs urines, la teneur en pesticides des urines était très différente et nettement plus élevée chez ceux qui ne consommaient pas bio que les autres. Donc, il y a quand même en moyenne une réalité qui est claire et nette. Mais je peux vous dire aussi, j'ai un potager. En tant que retraité, j'ai le temps de m'occuper d'un potager. Et quand le voisin nettoie son champ de triticale entre deux saisons au printemps, au moment où les haricots commencent à sortir de terre, eh bien, le vent pousse le glyphosate dont il arrose copieusement son champ. Le vent pousse ça vers mon jardin. Alors, j'ai mis une haie maintenant, mais je peux vous dire que ce qui est tout contre son champ est sacrément abîmé et le reste ne l'est pas. Donc, si j'avais du bio, il ne serait pas bio du tout. Hein. C'est impossible dans ces conditions-là. Si j'avais un label bio, parce qu'évidemment, je ne mets ni pesticides ni engrais, ce n'est pas la peine de faire un potager en tant qu'amateur si on ne le fait pas, mais si on en met, mais très sincèrement, on est malheureusement à la campagne contaminé de près. Et avec l'autorisation d'utiliser les pesticides jusqu'à combien? 1 mètre des habitations, ou même si c'est 3 mètres, c'est complètement illusoire de penser qu'on peut faire du bio chez soi tranquillement. On est d'accord qu'on n'est pas dans le 100%. On ne peut pas être dans le 100%. Voilà.
Eh bien, merci à tous. Je pense que oui, notre secrétaire pourra faire une attestation de présence à ceux qui en ont besoin. Il suffit de lui demander, de lui poser la question. Il y a un petit mail, il n'y a pas de souci, je vous les envoie. J'en ai. Voilà, comme notre secrétaire suit attentivement tous ceux qui se connectent, et en particulier leur coupe le micro quand ils oublient de le faire pour ne pas entendre leur conversation personnelle, nous pourrons faire ceci. Il y a eu un email, une demande dans le chat, mais il y en a peut-être d'autres ont besoin aussi de cette attestation de présence. Oui, merci beaucoup Mathilde Touvier, j'ai été extrêmement heureux de vous entendre. Allez bien au-delà de ce que j'avais lu de vos œuvres sur le bio et tout l'intérêt finalement de cumuler toutes ces possibilités d'interagir avec ces 40% de cancers évitables. Alors bien sûr, il y a aussi 60% de cancers non évitables que Vogelstein appelle liés à la mauvaise chance d'une erreur dans la réplication de l'ADN, mais si déjà on peut agir là-dessus, c'est fantastique. L'épidémiologie des cancers peut être modifiable en vraiment très peu de temps. En quelques décennies, l'épidémiologie des cancers a complètement changé en France. Le cancer de l'estomac, qui était le premier cancer en 1950, est maintenant le 10e cancer au point de vue incidence à l'heure actuelle. Et le cancer du col de l'utérus, il en est de même, mais ça, il y a eu sacré bagarre pour y arriver, de sacrés progrès qui ont été faits sciemment pour l'éviter. Le cancer de l'estomac, c'est une constatation. Ça a été en fait lié à la meilleure conservation des aliments essentiellement. Donc, en quelques décennies, on peut changer l'épidémiologie des cancers et il faut absolument se rendre compte qu'on a soi-même un rôle à jouer sur sa propre santé de façon extrêmement importante. Voilà. Merci en tout cas de tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. On finit tard, mais après tout, je crois que ça valait la peine. Intéressant, ça valait le coup. Merci beaucoup et merci pour votre invitation et pour vos questions. Merci, au revoir. Et notre prochain rendez-vous, ce sera le 14 février avec le professeur Nicolas Bourdelle qui nous parlera de l'intelligence artificielle en chirurgie. Et je vous enverrai un petit mail avec le détail et le lien pour vous inscrire. Voilà. Oui. Merci encore beaucoup, Mathilde. Merci. La réunion. Ouais, bon, bah.